de vous être déplacés. Aujourd'hui, journée quand même spéciale pour la MRC, journée sur la transition écologique, journée qui était prévue initialement en mars 2020. Mais on s'est reporté à aujourd'hui. Une salle remplie, je vous dirais, de maires, mairesses, de conseillères municipaux, employés des municipalités, employés de la MRC aussi. Puis aujourd'hui, on a l'immense honneur d'accueillir des conférenciers quand même importants, de renom, dont M. Villeneuve, puis je lui laisserai la parole après. Et vraiment, on est ici pour s'inspirer, on est ici pour discuter des enjeux qui touchent les changements climatiques, entre autres, bien, surtout. Comment les municipalités peuvent y contribuer, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les bonnes pratiques. Vraiment, on a des conférenciers qui nous inspirent. On avait M. Villeneuve, on avait aussi Raphaël Proulx et on aura Jérôme Duprat cet après-midi. Donc, magnifique journée pour les élus qui se sont déplacés. Et peut-être, M. Villeneuve, je vous inviterai à peut-être nous dire ce dont on a parlé ce matin. Le niveau municipal a une énorme importance quand on parle de la lutte et de l'adaptation au changement climatique. Ce que j'ai expliqué ce matin, c'est qu'on est vraiment en urgence climatique. Il y a eu un manque d'action efficace dans les 30-40 dernières années. Même si on savait, au point de vue scientifique, ce qui allait venir, on pouvait le prévoir. Aujourd'hui, on est dedans. Mais les municipalités sont dedans d'autant plus parce qu'elles doivent vivre avec les conséquences de ces changements climatiques dont elles ne sont pas fondamentalement responsables au premier chef, mais c'est les premières victimes. Alors, dans la bonne gestion d'une municipalité, d'une MRC ou d'une unité territoriale, l'adaptation au changement climatique est une contrainte, mais aussi, il y a un devoir d'exemplarité et un devoir d'éducation des citoyens. Parce que nous contribuons tous au problème, nous sommes donc tous responsables d'une partie de la solution. Et si le problème est causé par une infinité de gestes en apparence insignifiants, tout geste devient significatif. Alors, les municipalités doivent prévenir les effets des changements climatiques pour la sécurité de leurs citoyens, pour aussi leur sécurité budgétaire, parce que ça coûte très cher réparer. Ça coûte toujours moins cher de prévenir que de réparer. Et les municipalités peuvent augmenter aussi les possibilités de captation du carbone sur les territoires où elles ont des pouvoirs, des compétences, et inciter les citoyens à se montrer aussi plus performants en termes de diminution des émissions de gaz à effet de serre. Parce que ce que nous disent les scientifiques, c'est qu'on n'a pas le choix. Il faut que tout le monde soit carboneutre en 2050. C'est facile de le dire qu'on va être carboneutre en 2050, mais pour être carboneutre en 2050, il faut qu'on commence à réduire beaucoup tout de suite. Alors, il y a des moyens pour ça. Il y a des moyens pour réduire immédiatement, dans le futur, à moyen terme, à long terme, et ces réductions-là vont être cumulatives comme les émissions ont été cumulatives. Donc, on commence à travailler à la base, on commence à travailler avec les outils, les pouvoirs qu'on a, et on essaie d'y aller, comme le disait Pierre Dansereau, dans une idée d'austérité joyeuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ça comme des punitions. Ce sont des changements de comportement, ce sont des changements dans les modes de gestion qui vont nous apporter des bénéfices et qui vont nous permettre d'avoir finalement une transition vers un monde meilleur qui est ce que veut exprimer l'idée de développement durable et le programme des Nations unies à l'horizon 2030. Fait que là, moi, je suis un vieux professeur vacciné avec une aiguille de gramophone. Vous pouvez mettre ça dans le journal. Ça veut dire que si vous ne m'arrêtez pas, ne posez pas de questions, je vais continuer à parler, puis ça va tout être à l'examen. Peut-être juste
compléter ce que M. Villeneuve dit, c'est qu'on se rappelle que quand même la MRC Nicolas Yamaska est la première à s'être dotée d'un plan de transition écologique. Donc, M. Villeneuve faisait référence au devoir d'exemplarité. Je pense que c'est ce qui nous habite aujourd'hui. Puis ce matin, ce que je disais aux élus, il va falloir faire preuve d'audace et de courage pour mettre en place certaines actions, être extrêmement patient, mais en même temps constant et cohérent. Fait que, c'est un peu ça l'essence de notre journée. François? Il y a un discours ambiant qui est de s'en remettre à la technologie verte, ou avoir une économie verte, puis là, ça va être magique. Alors, une espèce de résistance à tourner le dos à certains modèles du passé. Aujourd'hui, là, en termes de discours, qu'est-ce que les gens reçoivent de la part des conférenciers? C'est dommage, j'avais une diapo ce matin sur l'économie verte. Avec le missile solaire, l'igloo solaire. Non, en fait, il faut voir que c'est Robert Sokolow qui a dit ça en 2005. Il n'y a pas une solution universelle. Okay? Lui disait « There is no silver bullet ». Il n'y a pas une balle d'argent qui va percer le cœur du vampire ou du loup-garou. « But there may be silver buckshot ». Il pourrait y avoir la chevrotine magique. Okay? Donc, oui, il y a des choses qu'on peut faire en termes techniques. Généralement, les solutions techniques vont diminuer l'intensité des émissions, mais pas nécessairement les émissions au total. Et on a vu, ça s'appelle l'effet Jevons, on a vu que les gains d'efficacité liés à la technologie sont souvent effacés par l'augmentation de la consommation. Il y a donc là une réflexion fondamentale sur notre vision de l'économie, mais pas parce qu'on a travesti, c'est pas l'économie. L'économie, ça peut être justifié d'avoir plus d'intelligence pour faire plus d'argent. Ça peut être d'avoir moins de contraintes pour dépenser moins d'argent. Tous ces éléments-là contribuent à avoir un bilan économique qui est équilibré et à avoir même, dans certains cas, une croissance. Et cette croissance-là, dans un chapitre de livre que j'ai publié jadis, je disais, il faut voir la croissance comme un tout. Si on a une main aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y avait une main dans le fœtus. Le fœtus avait juste une palette. Et il y a des endroits où ça a continué de croître, puis des endroits où ça a arrêté de croître. Donc, il faut avoir une croissance allométrique, faire croître le maximum les choses qui génèrent du bien-être, mais sans consommer plus d'énergie, sans consommer plus de matériaux. Il faut aller vers l'économie circulaire pour imiter la nature au maximum en ayant le plus proche possible zéro déchet et uniquement de l'énergie de sources renouvelables. Mais on n'y arrivera pas instantanément, surtout que la société, le territoire, les actifs qu'on a ont été construits sur une utilisation considérée comme infinie des carburants fossiles. Fait que là, on a 200 ans d'éthique discutable envers la nature à transformer, puis on n'a pas 200 ans pour le transformer. D'où l'aspect urgence. Si je peux compléter, on sait qu'il est plus long à transformer ses habitudes, ses comportements. Et là, on est dans un modèle où on mesure toujours la réussite avec justement la croissance économique, avec le PIB, alors que ce qu'on veut qu'il croisse, en fin de compte, c'est le bien-être de la population, c'est le bonheur. C'est ça. Donc, il y a des indices à transformer, il y a toute une façon, un nouveau paradigme vers lequel se diriger. Et là, pendant la campagne électorale provinciale, ce qu'on entendait, chaque fois qu'il était question de choses de moindrement innovantes, c'était les sacrifices
va falloir faire des sacrifices. Donc, comment vous abordez ça? J'ai publié j'ai publié 502 chroniques là, dans les journaux, entre autres de la coopérative d'information. Et dans le temps de la campagne électorale, j'ai justement parlé de comment on devait examiner ces choses-là. Dans les faits, l'idée du sacrifice, c'est très judéo-chrétien, c'est très ancré dans nos histoires. L'idée de l'austérité joyeuse de Pierre Dansereau, c'est de dire qu'on est mieux avec moins. L'idée, c'est mieux être, ça rime surtout pas avec avoir plus dans une société comme la nôtre. Une société comme la nôtre peut augmenter sa sécurité, pas en achetant un nouveau système contre les bandits, en ayant une meilleure cohésion sociale dans son quartier. Okay? Ça prend de l'éducation parce que l'éducation est le seul moyen par lequel on peut changer une société. Et je l'ai dit ce matin, la clé de l'éducation, la clé de la sensibilisation, c'est ça qui nous permet de transformer les valeurs. Puis, la société québécoise d'aujourd'hui est très, très différente de la société québécoise d'il y a 50 ans. Et ça se traduit par beaucoup de choses qui nous permettent d'être mieux. Okay? La société québécoise ne laissait pas une place aux femmes il y a 50 ans comme celle qu'elle fait aujourd'hui, puis les idées d'équité, diversité, inclusion, ces éléments-là auraient été absolument impensables il y a même 30 ans. Bon, on est aujourd'hui en train de changer, on a des transitions multiples, puis la transition qui intègre l'environnement dans nos préoccupations, qui intègre les bilans carbone dans nos savoir-faire. Tout le monde est capable de faire son bilan financier, son budget. Bien, on n'a qu'à faire son budget carbone. Puis, on a un indicateur fiable qui nous montre à quel endroit on veut aller. Si on dit que les êtres humains, la planète peut capturer à peu près 17 milliards de tonnes de CO2 émis de quelque façon que ce soit par l'humanité, bien, ça fait à peu près 2 tonnes par personne. Actuellement, on est plus à en émettre 4-5. Au Canada, 20. En Alberta, 70. Tu sais, quelque part, là, en faisant son budget carbone, on est capable de dire, ben moi, quand je serai en dessous de 2 tonnes, peut-être que je pourrais me préoccuper de moins que ça. Puis au Québec, on est capable d'arriver à beaucoup moins que 2 tonnes. Oui, c'est ça. Le gramophone, OK, là, Oui, absolument, absolument, absolument. Merci, François. Oui. Salut.